La FIFA a mis 26 ans à ramener la Coupe du Monde aux États-Unis. La dernière fois, c'était 1994. 3,6 millions de spectateurs. Sur le papier, 2026 devait être l'édition de la consécration. 48 équipes, 3 pays hôtes, un tournoi continental unique dans l'histoire du football. Il n'y a qu'un problème avec cette lecture. Avant même que le coup d'envoi soit donné, certaines sélections ont déjà disputé leur match le plus difficile. Pas sur un terrain, dans un aéroport. Le photographe officiel de l'Irak, accrédité par la FIFA, rappelons-le, l'institution qui organise le tournoi, a été retenu plus de 10 heures par les services d'immigration américains avant d'être envoyé chez lui sans explication formelle. Ayman Hussein, l'attaquant cadre de la sélection irakienne, a lui-même subi près de 7 heures de contrôle à l'entrée du territoire. Ce ne sont pas des rumeurs de vestiaire. Ce sont des faits documentés, relayés par les fédérations concernées. Ce que vous venez de voir illustre exactement le problème structurel dont je parle. Omar Arnaout, meilleur arbitre africain, désigné en 2025, sélectionné par la FIFA pour officier dans ce mondial, s'est vu refuser l'accès au territoire américain à son arrivée à Miami, visa en main, accréditation FIFA en main, renvoyé. Il serait devenu le premier arbitre somalien de l'histoire d'une Coupe du Monde. Et puis il y a le cas iranien qui peut être le plus révélateur sur le plan logistique. En raison des tensions diplomatiques entre Téhéran et Washington, la sélection d'Iran a été contrainte d'établir son camp de base au Mexique pendant que ces 3 matchs de phase de groupe se jouent sur le sol américain. Chaque déplacement représente plusieurs heures de vol. Pour préparer un match de Coupe du Monde, en 1994, le football avait traversé les frontières américaines sans résistance. En 2026, certaines équipes doivent d'abord obtenir la permission d'y entrer. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut revenir à la mécanique même de l'attribution d'une Coupe du Monde. Quand la FIFA attribue un tournoi à un pays hôte, elle signe un accord de garantie gouvernementale, un document juridique contraignant dans lequel le gouvernement s'engage formellement à faciliter l'entrée sur le territoire de toutes les parties prenantes accréditées. Joueurs, staff, arbitres, médias, supporters, sans discrimination de nationalité. C'est une condition non négociable, du moins en théorie. Ce que peu d'observateurs ont relevé, c'est que ces garanties existaient bien pour 2026. Les États-Unis, le Canada et le Mexique les ont signées. La FIFA a publiquement confirmé avoir reçu des assurances de l'administration américaine concernant la libre circulation des équipes participantes. Et pourtant, ce paradoxe n'est pas un accident logistique, c'est une fracture institutionnelle. Il y a d'un côté un cadre juridique international que la FIFA a négocié, de l'autre, une politique migratoire nationale qui s'applique indépendamment de ce cadre et dont les agents d'exécution sur le terrain ne semblent pas liés par les accords diplomatiques signés en haut lieu. Le résultat, c'est un arbitre avec une accréditation FIFA valide qui rentre chez lui depuis Miami sans avoir posé le pied sur un terrain. C'est pas sans précédent dans l'histoire des grandes compétitions sportives. En 2022, plusieurs supporters et journalistes avaient signalé des difficultés d'entrée au Qatar liées à leur nationalité ou à leur profil. Mais il y avait une différence fondamentale. Au Qatar, les restrictions touchaient principalement les supporters et les médias indépendants. En 2026, elles touchent les acteurs accrédités par l'organisateur lui-même arbitre désigné, photographes officiels, joueurs sélectionnés. La FIFA se trouve dans une position qu'elle n'a pas su ou voulu anticiper publiquement. Elle a vendu une promesse d'universalité à 48 fédérations nationales et elle n'a pas les moyens de la tenir sur le sol américain. Pas parce que les textes ne sont pas là, mais parce que les textes et la réalité opérationnelle ne se parlent plus. Ce que révèle le cas iranien est particulièrement instructif sur le plan organisationnel. Installer un camp de base dans un pays tiers pour jouer dans un autre, c'est pas une contrainte sportive, c'est une contrainte souveraine, imposée. Aucun analyse vidéo, aucun staff médical ne peut optimiser une préparation dans ces conditions. Les heures de vol cumulées entre le Mexique et les villes américaines concernées représentent une charge de récupération réelle, mesurable, qui affecte directement la performance sur le terrain. Et pendant ce temps, d'autres équipes s'entraînent à 10 minutes de leur stade. L'égalité des conditions de compétition, principe fondateur de toute compétition sportive, est compromise avant le coup d'envoi, pas par des décisions tactiques, par des décisions politiques extérieures au football que la FIFA n'a pas su neutraliser dans le seul espace où elle aurait pu le faire, la table de négociation avec Washington 2 ans avant le tournoi. Un système à garantie gouvernementale ne se répare pas avec un communiqué de presse. Ce n'est pas la première fois que le sport mondial se heurte à la souveraineté d'un État hôte. En 1980, les Jeux Olympiques de Moscou ont été boycottés par 65 nations suite à l'invasion soviétique de l'Afghanistan.
En 1984, c'est le bloc de l'Est qui boycottait Los Angeles. Dans les deux cas, la politisation était visible, assumée, frontale. Ce qui est différent en 2026, c'est la nature du dysfonctionnement. Il n'y a pas de boycott déclaré, pas de position officielle, juste une friction administrative silencieuse qui produit les mêmes effets, des équipes affaiblies, des arbitres absents, des accréditations FIFA qui ne valent rien à un poste de contrôle frontalier. C'est une forme de politisation par capillarité, diffuse, non coordonnée mais systématique dans ses effets. Et la leçon historique est précise, chaque fois qu'une grande compétition a laissé la politique s'infiltrer dans sa logistique sans y répondre institutionnellement, c'est sa crédibilité qui a payé le prix, pas les gouvernements, pas les États, la compétition elle-même. La FIFA a construit son autorité sur l'idée qu'elle transcende les frontières. En 2026, cette idée est testée en temps réel. Dans 2 ans, on se souviendra des buts, des finales, des larmes sur les podiums. L'histoire retient les performances, rarement les conditions dans lesquelles elles ont été produites. Mais les fédérations, elles, s'en souviendront. Et la prochaine fois qu'un État candidat à l'organisation d'un mondial promettra l'universalité sur papier, quelqu'un dans une salle de réunion à Zurich pensera à un arbitre somalien renvoyé de Miami avec son accréditation FIFA dans la poche. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire du football pourrait bien être celle où le football a prouvé qu'il ne contrôle plus rien, y compris son propre tournoi.